Inconnu à cette adresse. De Catherine Cressman Taylor, née en 1903 et morte en 1996. Pourquoi avoir écrit Inconnu à cette adresse ? En 1938, les États-Unis sont neutres et veulent le rester. Ils ne se sentent pas concernés par la montée des extrémismes et du fascisme qui menacent la démocratie en Europe. La journaliste américaine Catherine Cressman Taylor, dont la famille est d'origine allemande, veut alerter ses compatriotes et secouer leur indifférence. Elle veut amener son pays à s'intéresser à ce qui se passe en Allemagne, leur faire prendre conscience du danger qui guette l'Europe. Ce roman, Inconnu à cette adresse, publié en 1938, cherche à faire bouger l'opinion publique d'une façon originale. Alors, la question qu'on pourra se poser, c'est dans quelle mesure une œuvre fictionnelle épistolaire peut-elle dénoncer et mettre en garde contre un régime totalitaire ? Alors, au niveau de l'histoire qui est racontée dans Inconnu à cette adresse, l'histoire, elle commence le 12 novembre 1932 et elle se termine le 18 mars 1934, aux États-Unis à San Francisco pour Max et en Allemagne à Munich pour Martin. L'histoire se passe donc juste avant la Seconde Guerre mondiale. Max Eisenstein a 40 ans, c'est un Américain. Il est célibataire de confession juive et il a une petite sœur, Griselle, que l'on retrouvera en Allemagne. Martin Schulz a 40 ans, c'est un Allemand. Il est marié et il est père de 3 garçons. Les 2 hommes sont associés de longue date dans une affaire prospère de commerce de tableaux à San Francisco, la galerie Schulz-Eisenstein. En 1933, Martin retourne vivre à Munich avec sa famille et échange régulièrement des lettres avec son ami et associé. Cet échange de lettres dure donc du 12 novembre 1932 au mois de mars 1934. Alors, tout au long de cette période, on a noté une double évolution que Inconnu à cette adresse reprend. D'abord, une évolution politique. En Allemagne, le nazisme progresse. À la suite de l'incendie du Reichstag, Hitler obtient les pleins pouvoirs en janvier 1933 et instaure un régime totalitaire. Le parti nazi devient l'unique parti du pays. De même, au niveau du roman, on note une évolution dans les liens entre les 2 amis. Petit à petit, les sujets abordés dans les lettres changent, les propos évoluent, ils ne se comprennent plus. Martin demande même l'arrêt de leur correspondance, il dit « Maintenant, je dois te demander de ne plus m'écrire. Chaque mot qui arrive dans cette maison est désormais censuré et je me demande dans combien de temps à la banque ils se mettront à ouvrir le courrier. » Donc cet extrait illustre bien la perte progressive des libertés qui est mise en place par la dictature nazie. Et à la fin de cette lettre, on comprend que Martin a peur pour sa place dans la nouvelle société nazie et il rejette son ancien ami. Alors la suite des lettres va nous entraîner dans un suspense assez bouleversant et la question qu'on peut se poser, c'est comment le roman nous aide à comprendre qu'on passe d'une amitié fraternelle entre 2 hommes à une haine fatale étant à prendre au premier degré. Alors, dans l'histoire, il va y avoir 2 rebondissements. D'abord, Max est inquiet pour sa sœur Griselle, qui vit en Allemagne. Alors, il demande plusieurs fois à Martin de veiller sur elle, mais il apprend que celle-ci, elle est morte, exécutée par les SA, après que Martin eut refusé de la cacher chez elle. Martin dit d'ailleurs « Pouvais-je courir le risque d'être arrêté pour avoir tenté de sauver une juive et de perdre tout ce que j'avais construit ici ?» Martin semble sans aucun regret lorsqu'il écrit à son ami. Max va alors considérer Martin comme responsable de la mort de sa sœur, et il va décider de se venger. En poursuivant la correspondance, et en insistant sur la judaïté de Marc, il veut lui faire vivre les tourments et les peurs qu'a subi sa sœur. Dans une série de 5 lettres faussement amicales, Max va essayer de compromettre Martin. Il invente un trafic de reproduction de tableaux et il insiste sur toutes les fêtes de famille auxquelles Martin pourrait assister. Martin va être convoqué par les autorités nazies, contraint de s'expliquer, et en fait, il va être arrêté. D'ailleurs, la dernière lettre de Max, qui va être restée sans réponse, seule la mention inconnue à cette adresse qui figure dessus, laisse supposer le pire pour Martin. L'auteur laisse donc le lecteur imaginer la fin de vie de Martin, prison, déportation, décès. À la fin de ce roman, il y a un renversement de situation. La victime devient bourreau. Alors, pourquoi un récit épistolaire ? En fait, en écrivant un récit épistolaire, un récit par lettres, Cressman Taylor permet de rendre l'histoire beaucoup plus vraisemblable, plus authentique, pour interpeller le lecteur et le choquer. Avec le changement d'énonciation
une lettre de Max, la réponse de Martin, cela montre différents points de vue sur les événements. L'inquiétude de l'un, l'enthousiasme de l'autre, et ça montre aussi une rapide opposition entre les deux amis qui rapidement donc vont se détester. Ce qui est aussi très intéressant dans Inconnu cette adresse, c'est son titre. En fait, le titre indique, avant même qu'on lise le livre, l'absence d'une personne à une adresse donnée. Alors, on peut s'imaginer diverses explications. Et très rapidement, lorsqu'on lit l'ouvrage, on comprend la signification réelle. Le titre renvoie à deux passages importants du livre. L'un qui concerne la sœur de Max et l'autre qui concerne Martin. On l'a déjà vu, la sœur de Max, Griselle, a été arrêtée a été tuée même juste devant la maison de Martin. Et Max va se venger en faisant arrêter Martin. Donc, par deux fois, les lettres reviendront avec la mention « Inconnu » à cette adresse. Alors, pour conclure, on peut dire que l'œuvre de Catherine Cressman n'a pas eu l'effet qu'elle souhaitait. Son roman n'a pas du tout alerté ses compatriotes et n'a pas du tout stoppé la montée du nazisme. Mais à notre époque, à partir de 1995, il a connu un grand succès, avec de nombreuses adaptations, notamment au théâtre ces dernières années où il a été à l'affiche pendant un bon moment.